pense que mon intervention ne sera pas très organique parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Surtout, je partage complètement, et on l'a déjà dit, et on en discute depuis l'année dernière, sur cette déconstruction de la notion de la nature comme on l'a reçue de la modernité. L'idée que la nature soit un objet, déjà un objet et en plus au service de l'homme. Alors, pour faire un peu le lien entre les choses dites dans les phases préliminaires de préparation de dialogue sur la Méditerranée, et la dernière fois qu'on se goûte à la forêt de Fontainebleau, par exemple, et j'aime bien les partir de ce point-là, j'avais cité justement l'ouvrage de Bacon. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français. En latin, c'était temporis pactus masculis, c'est-à-dire l'accouchement masculin du temps, du point, la domination de l'homme sur la nature. Donc, 1605, pour moi, cette date, cet ouvrage, elle dit beaucoup de choses, non? Le fait que le temps, l'idée de Bacon, que l'homme puisse accoucher le temps, donc s'approprier de quelque sorte de l'acte de l'accouchement féminin, et que cet accouchement est étroitement lié, cet accouchement symbolique du temps, est étroitement lié à sa possibilité de dominer la nature, et donc d'entreprendre le progrès grâce à cette domination de la nature. Donc, même si on l'évoque de façon extrêmement ponctuelle, il me semble déjà que là, il y a tout un ensemble de choses qui nous parlent de cette relation masculine occidentale avec la nature, mise au service de l'homme d'abord, parce que la femme était incluse dans la nature. La femme, comme les enfants d'ailleurs, j'avais oublié ça, ils avaient un statut beaucoup plus proche du sauvage que de l'homme. Hein? Et donc, je ne reprends pas toutes les choses qui ont été dites, je rajoute uniquement, mais je pense que ça fait partie de votre réflexion. Ce n'est pas anodin non plus que cet ouvrage sorte au début du XVIIe siècle. On est dans le cœur du développement de l'impérialisme et du colonialisme. Et j'évoque ce mot parce que d'abord, on travaille avec Méduse et avec notre projet dont on parlera demain sur l'idée de la décolonialité, dont beaucoup de vous occupez, donc vous savez très bien de quoi on parle, mais aussi parce que cette relation de domination entre l'homme et la nature, à cette époque précise des conquêtes, du colonialisme, a été structurante, non pas uniquement au sujet des économies, non? Et vous pouvez penser à toutes les théories de système monde, de Waller system, non? Et c'est-à-dire l'idée qu'à partir du colonialisme, le monde, ses structures, devient une seule structure économique avec les pays centraux, les pays coloniales, les pays périphériques et les pays périphériques qui sont mis totalement au service des pays plus riches. Donc c'est d'abord le troisième monde, et après le sud global comme on le voit aujourd'hui. Et donc colonialisme, exploitation de la nature et marginalisation des femmes, des enfants et des autres, mineurs, on va dire, et ils sont étroitement liés à ce moment historique. Ce dit, et bien évidemment, toute la pensée des écoféministes a travaillé à rendre visible
d'abord ces relations et après les contradictions du système. Donc, ce que je vous propose de faire dans cette table ronde, mais c'est une proposition, donc vous pouvez l'accepter ou la refuser, ce sera déjà matière de débat, c'est non pas de parler directement d'écoféminisme, parce que 10 minutes sont très peu pour donner des références, et après je pense qu'un peu tout le monde s'intéresse de ce que j'ai entendu à cette thématique, donc nous partageons, je crois, beaucoup de références communes, mais d'utiliser, et ce, je l'avais déjà dit, on l'avait déjà dit à Fontainebleau, d'utiliser le féminisme plutôt comme praxis que comme théorie. Alors, petite parenthèse, je suis très contente que le féminisme devient de plus en plus à la page. Je considère que c'est une possibilité incroyable et donc je soutiens totalement cette explosion d'intérêt pour le féminisme, même à l'intérieur des institutions académiques et artistiques. Une chose qui parfois n'est pas assez valorisée dans cette approche du féminisme, c'est que le féminisme n'a jamais été uniquement une théorie. Bien sûr, on a un énorme patrimoine et archives de pensées féministes, mais le féminisme, pour moi, c'est une pensée qui vise la transformation sociale. Et cette orientation politique du féminisme fait en sorte que cette archive de pensée, des concepts fabriqués par le féminisme, à mon avis, ne doit pas être toujours jugé pour leur justesse, mais pour leur capacité contingente, dans le moment où ils ont été fabriqués, de produire des changements. En Italie, par exemple, on a une grande querelle, mais c'est une querelle très diffusée dans la pensée féministe. Vous savez, nous, on parle, et on aime parler de féminisme au singulier, mais nous le savons très bien, il n'existe pas un féminisme, il existe des féminismes. Et parmi eux, il y a des conflits, et il y a des orientations qui sont très différentes. Mais on aime bien l'unité du monde parce que le féminisme en général a toujours travaillé justement sous la portée, sous la puissance de la tension entre l'unité et la pluralité. Et donc, je crois que dans cette perspective-là, on fait bien accepter de parler d'un féminisme, même si on sait très bien qu'il y a plusieurs. Parce qu'on fait rassembler la qualité du féminisme sur un nombre de projets politiques d'émancipation qui peut prendre des déclinations très différentes. Et tout ça, alors, cette petite parenthèse pour vous dire qu'il y a plusieurs féminismes, on parle d'un féminisme singulier, mais il y a plusieurs. À l'intérieur du féminisme italien, comme des féminismes plus global, il y a eu une grande tension entre ce qui a été nommé l'essentialisme féminin, c'est-à-dire redonner de la puissance à la femme à partir de cette spécificité naturelle de son corps, de sa capacité de sa capacité générative, non? Et de sa capacité aussi réceptive. Et d'autres courants qui ont justement mis l'accent sur le fait qu'en valorisant cette naturalité féminine, on risquait de condamner la femme à être prisonnière de son corps. Mais ce que je pense, je fais cette digression pour vous dire que je pense que quand ce féminisme qui valorisait la spécificité de la femme a été conçu, on était dans les années 70, on avait vraiment besoin de rassembler un sujet féminin. On avait vraiment besoin de produire un empowerment
je préfère le mot empoderamento, à l'espagnol, de donner du pouvoir à des sujets qui ne se sentaient pas encore des sujets, fragmentés, en leur disant, vous avez comment cette naturalité, reprenez-la dans la main pour en faire un outil de lutte et d'émancipation. Donc, vous voyez, si on regarde faut lui expliquer parce qu'il y a des mots. Oui, il faut lui expliquer. Pardon, c'est terminé les 10 minutes. Elle s'est figée. Ah bah je m'arrête là. Alors, si tu veux terminer la phrase, les concepts. Oui, je peux terminer. Oui. Donc tout ça pour vous dire, ma proposition c'est d'utiliser. Non, je vais vous dire, je vous demande 3 minutes. Et je terminerai au moins. Elle avait dit que le déterminant de 10 minutes. Oui. On donne à tous les mêmes temps, on ne peut pas faire ça. Oui. Pardon. Elle peut terminer. Mais tu peux terminer. No, si Daniela termina, sì, dai, per fare Parce que moi je ne vous vois pas, donc je ne comprends pas si vous Ça n'a vous rien à sentez, voir. si vous êtes fâchés avec moi. Si je prends 2 minutes de plus, j'essaie de pouvoir être utile au débat, même à distance, ce qui n'est pas tout facile. Et alors, proposition, utiliser l'archive féministe, non pas uniquement comme concept, mais comme praxis de transformation du monde. Donc, bien sûr, essayer de produire une théorie cohérente, mais essayer plutôt de produire des concepts capables de transformer le monde, même si parfois ils ne sont pas encore parfaitement mis au point. Donc, accepter quelque part l'erreur et l'expérimentation. Ce que je trouve très similaire à la praxis de la création artistique. Et donc, vous avez déjà nominé Carla Long ici, et je crois qu'on est dans cette croisement entre le féminisme et la pratique de l'art et la critique de l'art. Et deuxième chose, le commoning. Bon, je dirais, deuxième chose, les autres espèces. Non, dans ce moment-là, je pense qu'au-delà de la plus large tradition écoféministe, une suggestion très importante nous vient de penseuses comme Donna Haraway et Isabelle Steiners, et qui travaillent beaucoup avec Bruno Latour, et ils valorisent beaucoup leur façon de travailler ensemble, même à distance. C'est-à-dire l'idée de pas uniquement de décentraliser l'homme par rapport à la nature, mais aussi de travailler à valoriser et créer et produire des relations avec les autres espèces et des relations de responsabilité. Respo-habilité, il dit Leonardo. Et donc, introduire les autres dans notre façon de penser le monde, les autres et les autres espèces, les autres différents de nous. Troisième chose, le commoning, pour moi très important. Comment on traduit cette praxis féministe et cette volonté de transformer le monde dans des, moi je les appelle comme ça, institutions du commun. Comment on peut faire en sorte d'utiliser cette archive pour produire des relations, pas seulement des relations, mais aussi des institutions, des choses qui seront là à disposition des autres à venir, qui soient déjà pensées, structurées et ouvertes pour produire des relations différentes. Donc ça, c'est une interrogation ouverte. On a là aussi une grande archive d'expérimentation dans toutes les pratiques de commoning, mais ça, c'est plutôt la question que je pose à l'ensemble des gens qui feront partie de Last Supper. Et donc, je vous laisse avec une proposition finale. Pour retenir ensemble praxis féministe, praxis écoféministe et commoning, comme praxis d'institution du commun, je vous propose de nous constituer en collectif éphémère. C'est-à-dire, suite à la rencontre à Fontainebleau, moi je me suis dit, comment on peut s'engager, on avait dit comment on peut s'engager vis-à-vis de ce territoire qu'on traverse sans sentir trop la légitimité d'en parler,
on a beaucoup parlé de tout ça, comment aborder des sujets qui sont urgents et très forts pour les communautés sans trop les connaître, mais en les sentant un peu comme nos problèmes aussi. Donc ma proposition, c'est de créer autour de la SAPER une collective éphémère qui, de quelque sorte, s'engage à revenir sur le terrain, à parler de la problématique de la xylella et des relations à la nature de la communauté du Salento dans ce moment-là. Et donc, c'est une façon aussi de critiquer le dispositif de l'auteur de l'art contemporain comme de l'auteur dans la création, dans l'écriture académique. Donc, mon idée et ma proposition, c'est de, à côté de Romina, parce que Romina a eu un rôle très important dans tout ça, et l'ouvrage final, ce sera un ouvrage voulu et créé par Romina, mais créé en alter ego de Romina en forme de collectif éphémère, en institution du commun, qui utilise un peu tout cet archive de pensée des choses pour en faire une pratique. Je m'arrête là. Mais je voudrais bien commencer exactement par cette proposition que Daniela nous a that she shared with us. Et aussi par quelque chose que Paula a dit à la fin de son intervention, et je suis désolée, je suis arrivée un peu tard, je partais d'un peu plus loin aujourd'hui, mais cette question de l'imagination, qui pour moi c'est vraiment ancré aussi à la question de la langue, et bien sûr cette question des pratiques artistiques. Moi je viens d'une perspective artistique, même si bien évidemment, les perspectives artistiques aujourd'hui, surtout celles les plus engagées dans les contemporains, dans les réals, se nourrissent beaucoup aussi du discours, des pratiques discursives, de la philosophie et des raisonnements qu'on fait aussi entre beaucoup de disciplines, parce que maintenant on ne peut plus que penser d'une manière disciplinaire trop fermée. Ça, tout le monde le sait. Mais cette question de l'imagination et cette question des pratiques, pour moi, sont très, très importantes. Et je veux commencer un peu à partager ce que j'ai fait. Et peut-être à partir d'un petit exemple qu'on vous donne aujourd'hui, on peut continuer à penser avec tous les food for thought that I heard today. There was so many interesting things that we could pick up and continue our conversation. And I absolutely resonate with this necessity of thinking in terms of coming together, of communing, coming together, being together, doing together, and rediscovering the collective subjectivities, the collective perspectives, practicing a collectivity that we are constantly, and I think this is part of the colonial project, as we separate from nature, we also separate from ourselves, and we constantly reproduce a very individualistic and personalistic, egocentric approach. So for me, communing and doing together politically also means coming together with our bodies, with our dreams, and reimagining together, but also doing a practicing of being together. I also resonate with the necessity that this together encompass and host and relate to something that is beyond the human element, so also kind of unlearning anthropocentric paradigms is very important, trying to rebuild, repair, reconnect with the non-human, the different of human, the other than human, as it is called, but many indigenous scholars and practitioners even refuse this separation in between something that could be human and non-human, because they, in their cosmovision and in their cosmopolitics, it's more
yeah, we are part of a larger metabolism, we are part of a bigger whole, and we are actually just a very small part. So for us it's very important to learn this interconnection, this relearn, unlearn what has separated us from conceiving ourselves as part of something bigger, and relearn how to participate into this larger metabolism that is being sickened, that is being defeated, that is being constantly under hostage and under enclosure. And this, I love very much this proposal of making a new alliance, of really starting to imagine how we can work together. So with this project, with this process, more than a project, that we call Free Home University since 14 years, in this territory, but in dialogue with many people that come also from other localities, because I do believe it's very important, the question of how do we situate ourselves, from where do we speak, with whom, when we inhabit a territory, with whom do we relate, but also how we stay porous and open and engage with other perspectives that come from other localities. So it's a sort of transnational and translocal effort to gather and to think together, to find a common horizon beyond, within and beyond our differences. So this is a small example. Free Home University is almost, it's an attempt. As I said, we come from an artistic perspective and a pedagogical approach. For us, it's very important to unlearn. We consider that education is part of the reproduction of how we learn, how we study, the colonial, patriarchal, modern structure of the university is part of the problem, is part of what reproduces a certain way of thinking. Of course, it's not that we erase everything, but we question how we learn. And in a way, I was part of the academy for a long time. I also have a PhD and all that, but for me to experiment and to try to open up, I had somehow to go through a process of deconstruction and refusal and reclaiming and revoking certain way of learning and trying to imagine how we can learn differently. And for us, living together is the first pedagogy. We actually activate these temporary collectives in which we share life, in which studying is not separated by living, being together, cooking. We try we proceed by inquiries that we like to call based on conviviality. Sometimes they are more militant. We have a part that is comes from activism, cultural activism, using food sovereignty in a way that is not extractive, exploitative, not only for the land and the soil, but also for the people working in there, and that is not sickening, because as we know, one of the catastrophe of our ecological crisis is based on the food, the agribusiness, and and these affect our own bodies so much. So we have, in these 14 years, used so many different tools, from film to sound, to discursive practices, to learning by doing, building temporary structures. Always we activating a deep listening with the communities that are very engaged here in this project of transformation of the world, of repairing and caring. For us also an essential notion is the notion of care. We care for each other, for the world in which we take part, and for our dreams also, with this idea also of the imaginary as an active aspect, and also how we bring those that are no longer with us. And I'd like to say that today is the 20th anniversary of the killing of
Giuliani in Genoa, the 20 years that passed from the G8 in Genova that were the all alter-modernist, no-global movement came to reclaim and refuse a model that the big government in alliance with corporation were going to do, and now 20 years later we just see how the ruin have been continued. But for us it's not only to stay in a dimension of critique and refuse, but also a dimension of regenerating, like imagine something different that we can embody. This is a film we did in 2019 in the village. Can you just 1 second to give you a small repair? So it's also done with the collective of Nikolai Ulyannikov, who is here. So we invite. Nikolai is also part of Freedom University, and we invited this collective that comes from St. Petersburg, Russia. They do film, opera, installations. They have philosophers. They exist since 18 years. There are more than 10 people working together. So we lived together for 3 weeks with a group of refugees, asylum seekers, activists, artists. And the story of the film emerged by us being together. We did somatic exercise, we worked the land, we were living together, and then the ideas start to appear. And this is the moment in which you will see this big table became the land we wanted to live in, a common land with no borders, and where all the elements could live in harmony. But this process was, of course, very difficult. There were wars in between all these characters that were done with the film is called People of Flower, Salt and Water, because in a way it's a bit autobiographic. It's a kind of auto-ethnography. Friends and comrades share their own personal stories. Nobody asked, but they emerge. And at the same time, there are these characters that were done with the dough that had their own lives. So the film is a little bit about the process of being together. We use Zapatismo as a lens. We investigate, this is something we use the fable of Marcos a lot in certain situations, especially when we investigate system of oppression. And so the fables also, because affabulation and speculative fabulation is one of the tools that we like and we enjoy using. In this case, it was through Marcos and the Zapatista demand for land, freedom, peace, roof, etc. All the demand for everyone. So, this moment we have Donatella, who is an activist of Casa dell'Agricoltura. And getting back to the question of practice, the whole film has a very strong feminist approach. All the leading, guiding mothers and daughters and sisters were really those holding the space together and bringing this sensitivity based on care. So it's one of the sessions that I'm mostly still attached to. Thank you, Valeria. Sopra il volto di una viaggiatrice al femminile, non viaggiatore, viaggiatrice. So she made a traveler, a female traveling. Ma colei che usa proprio il viaggio per capire, per conoscere, per vivere. She's not a tourist because she distinguished the viaggiatrice as a person who travels to know and to understand, to learn, to learn. Dei bagagli, dei sacchi a pelo, una borsa della She says, domenica. here I made a few bags for her that she can travel comfortably. She has a book, she has a little purse, Questa specie di nuvoletta anche. And here I made a little bit of a cloud to put on her, on her
on top of her. So it's important for me to make a voyage with the imagination. In questo momento diciamo che questa viaggiatrice sta qui a sud-est. And I would say, so here we are at the southeast, and this part of our land, of common land, I would call exactly geographically reminds me of the little peninsula of Salento. Quindi questa è la mia terra. So here's my land. Land which is very narrow, very small. Avrei voluto fare anche la bocca e I made two eyes. I would like to give her also un mouth. segnale o di tristezza o Give her a nuance either of tristesse or Or a smile. And then she explains that basically she could not, because she cannot decide until the end, because of course this viaggiatrice enjoys a lot being in this land and experiencing it, but at the same time it's like very sad of what is happening and what cannot work still in this very land that she loves so much. and that is full of contradiction and tension. Ok, donc je vais faire peut-être une petite fiction sur la question des oliviers et mettre en relation les oliviers d'ici, du Salente, avec les oliviers qui se trouvent au Maroc et pas loin de l'Atlas, et vous comprendrez pourquoi, j'espère, à la fin de mes 10 minutes d'intervention. Je voudrais réfléchir sur la question avec vous sur la question des communs. J'explique juste que je suis plutôt en philosophie sociale. Donc j'ai travaillé sur les questions d'exclusion, de précarité, d'invisibilité sociale, et mon lien au féminisme est situé grâce aux discussions avec Fabienne ici présente, et aussi par le fait que je m'interroge sur ce que c'est qu'être un homme féministe, pris aussi dans la domination masculine, car je considère que la domination masculine touche évidemment les femmes, mais aussi les hommes, même si c'est d'une autre manière, et cette autre manière, il faudrait pouvoir la décrire de façon précise et là aussi située. Je ferme la parenthèse et je reviens sur la question qui m'intéresse, qui est la question vraiment des communs aujourd'hui, c'est-à-dire comment donner droit aux communs, et j'utilise le terme de droit volontairement parce que la notion de commun est en réalité liée à la notion de droit. Je veux dire par là que l'on parle de lieu du commun ou que l'on parle de biens communs, comme l'eau, l'air que l'on respire, il n'y a de commun que parce qu'il y a un droit qui préserve un usage des communs, en lien donc à des pratiques, et ce droit des communs est fragilisé aujourd'hui, je le pense vraiment, par un mode d'exploitation systémique du capitalisme tardif et du capitalisme actuel, qui pour moi repose sur une phrase, on a parlé de Bacon, on a parlé de Descartes, et qui pour moi repose sur un diagnostic qui avait été fait au XVIIIe siècle par Jean-Jacques Rousseau dans son fameux discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et notamment au tout début de la seconde partie, lorsque Rousseau dit ceci, la phrase c'est lorsque quelqu'un s'avisa de dire... alors la phrase exacte c'est, je la connaissais par cœur juste à l'instant, mais elle vient de tomber dans la mémoire. Si tu l'as traduit en italien, ça vient. Oui, c'est ça. Lorsque quelqu'un s'avisa de dire trouva un terrain et s'avisa de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le croire, en gros il fut le véritable fondateur de la société civile, et à partir de là beaucoup de crimes ont été commis, etc. Et lorsque quelqu'un s'avisa de dire trouva un terrain, clôtura un terrain, s'avisa de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le croire, ça c'est vraiment important, il y a un pacte verbal qui fonde la propriété. À ce moment-là, ce fut la naissance de la propriété, et Rousseau de dire gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Or là, on est vraiment dans un moment, une vignette en quelque sorte de la visibilisation extrême du commun. Et c'est ce commun qui a été mis à mal par l'avènement des propriétés, par le développement du travail, par l'intensification des terres, l'exploitation systématique, qui, pour ma part, repose sur ce que la sociologue
Saskia Sassen, nomme un régime généralisé d'expulsion qu'elle caractérise comme étant vraiment l'ultime stade du capitalisme, puisque pour elle, cette expulsion touche à la fois les populations, de plus en plus de personnes sont exclues de ce capitalisme mondialisé. En particulier, ça renvoie à la question des déplacés. On estime aujourd'hui, c'est le chiffre qu'elle donne, que plus de 800 millions de déplacés sont liés directement à l'accaparement des ressources par quelques-uns. Mais cette expulsion touche également la biosphère, et elle insiste beaucoup dans un chapitre qui s'appelle « De mémoire terre morte, eau morte », sur justement les formes d'expulsion de la biosphère. Elle relève notamment qu'il y a quelques 400 zones côtières qui sont aujourd'hui ce qu'elle appelle cliniquement mortes, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a sur 400 000 km² plus le moindre oxygène qui permet à la vie de se déployer dans ces zones. Et la multiplication des terres mortes, ici, voilà, ces oliviers morts, est-ce que c'est le début d'une terre morte? La multiplication des terres mortes, des eaux mortes, est un signe, un symptôme, une réalité de ce capitalisme tardif de l'expulsion dans lequel nous sommes véritablement confrontés, de telle sorte que, pour reprendre une expression des sociologues Dardot et Laval dans leur livre commun, il y a une véritable aujourd'hui tragédie du non commun, c'est-à-dire un effacement de la possibilité du commun. Et là-dessus, je veux juste insister sur un point qui me semble essentiel, qui est lié aussi à la plasticité mortelle du capitalisme, qui tient à sa possibilité justement, d'une part, de poser le commun en exception au régime d'accaparement des terres, etc., mais en même temps qui tient à cette capacité qu'a le capitalisme, justement, de s'approprier ici et là, de manière à chaque fois historiquement située, ces communs, et de les finalement défaire, de telle sorte que la précarité des communs, pour moi, est le signe de ce capitalisme tardif dans lequel nous sommes situés. Et avec cette précarité des communs, c'est tout le droit à la vie, c'est toute la possibilité de nos interrelations avec les autres formes de vie qui est justement rendue hautement problématique. Je voudrais juste pour terminer mettre en regard ce diagnostic un peu sombre avec cette culture des oliviers dont j'ai parlé au Maroc et qui est momentanément incarnée dans ma fiction d'aujourd'hui par Monsieur Ben Sedan, qui est un propriétaire de quelques 80 oliviers dans le sud du Maroc, qui possède également 4 vaches et qui par ailleurs a 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Sa situation de vie a été documentée dans l'essai de l'économiste Duflo, des économistes Duflo et Banerjee, dans le livre qui s'appelle « Repenser la pauvreté ». Et c'est vraiment très intéressant parce que pour moi, ce que va nous dire Ben Sedan ici, dans cette salle, a à voir avec un art de la sobriété que j'opposerai justement à cette extraction capitalistique démesurée à laquelle nous sommes confrontés. En réalité, on a un fonds monétaire marocain très important qui propose à Ben Sedan un microcrédit pour qu'il achète de nouvelles vaches pour qu'il puisse s'enrichir un peu sur son terrain. Et la première réponse de Ben Sedan est négative. Il dit non, non, je n'ai pas besoin de vaches supplémentaires. De toute façon, mon terrain est trop petit. Moi, j'adore cette réponse. Mon terrain est trop petit pour avoir des vaches supplémentaires. Alors qu'à cela ne tienne, ces partisans du microcrédit, qui sont des gens progressistes et qui croient à des formes d'économie locale, située, etc., reviennent à la charge et lui proposent un microcrédit pour acheter, cette fois-ci, une étable supplémentaire, 4 génisses,
afin de revendre les nouveaux bébés vaches, etc., quelques mois plus tard, et ainsi s'enrichir. Et là-dessus, Ben Sédan, en fait, affirme un nouveau refus, et j'ai noté la phrase, il affirme à nouveau un refus en disant ceci, et pour moi, j'adore cette phrase qui résume une sorte de pratique active de la sobriété militante qui est liée à un usage justement parcimonieux des sols, non extractiviste, qui a à voir aussi avec les pratiques contemporaines des communs. Il dit ceci: nous avons des vaches, nous les vendons, nous vendons les olives, ça suffit pour notre famille. Cette notion de suffisance liée à un art pauvre de la sobriété, et j'insiste sur le fait que on a parlé d'arte povera tout à l'heure, j'insiste sur le fait que c'est un art pauvre de la sobriété, c'est-à-dire un art qui est porté par les plus démunis, parce que précisément les plus démunis aujourd'hui, dans l'économie contemporaine, sont ceux qui montrent la voie dans des pratiques de survie, qui sont des pratiques justement absolument riches, entre guillemets, liées justement à la possibilité de recycler des éléments, de les réemployer, de leur redonner une seconde vie, dans une économie de la sobriété dont nous avons absolument grandement besoin. Depuis le début, je sentais que j'étais ici vraiment pas par hasard, et je le sens encore moins parce que moi je viens d'une région en France qui s'appelle le Perche, et c'est aussi comme ça qu'on s'est connus avec Romina. Je suis artiste, apiculteur et directeur artistique d'un lieu qui s'appelle la Villa des Illusions, qui a ouvert il y a 3-4 mois, qui ressemble beaucoup au fonctionnement de Domus. Et sur l'exemple des abeilles, qui est très proche de celui des vaches, en fait il y a une race d'abeilles en France qui s'appelle l'abeille noire. Et il y a un conservatoire d'abeilles noires par région maintenant en France, et l'abeille noire est l'abeille la moins utilisée par les apiculteurs professionnels. Pour une raison toute simple, c'est qu'elle produit 4 fois moins de miel que certaines races d'abeilles, en fait, qui sont beaucoup plus productives. Et malgré tout, il y a un conservatoire pour conserver cette abeille qui est en fait beaucoup plus résistante, beaucoup plus adaptée au terroir, en fait. Et donc c'est intéressant ce parallèle, puisqu'en fait on incite les apiculteurs français à investir sur du matériel, à emprunter, faire du crédit, produire plus, parce que s'ils produisent plus, ils gagneront plus d'argent. Voilà. Et il faut savoir qu'en France, plus de la moitié du miel consommé est importé. Donc il y a une filière miel qui est complètement délaissée en fait. Donc moi j'ai 20 ruches, donc j'en ai fait un projet artistique, donc je ne vis pas du miel, mais je me suis posé la question à un moment donné, et effectivement il y a cette question de la suffisance, de la simplicité, en tout cas d'une forme de sobriété qui est vraiment en plus, moi je suis dans un village qui est au cœur dans un parc naturel. Les petites propriétés agricoles sont rachetées par les bosserons, donc qui sont des industriels, et il y a une association que vous connaissez peut-être, en tout cas en France, enfin une fondation qui s'appelle Terre de Liens, qui rachète les propriétés agricoles et qui ensuite les mettent en gérance à des fermiers qui ont très très peu de moyens. Donc ce sont généralement des exploitations qui font 80 hectares à peu près, et qui évitent que ce soit racheté par les industriels qui ensuite, eux, en fait, rachètent la terre. C'est-à-dire que généralement, vous avez des fermes qui sont magnifiques, qui sont laissées à l'abandon parce que ça ne les intéresse pas. Voilà, c'était juste un témoignage pour venir appuyer finalement ce qui se passe en France et qui se passe ici en Italie ou au Maroc. La possibilité de commun au sens large dépend quand même, est liée à des institutions, en l'occurrence, qui sont elles-mêmes des formes de commun, finalement, qu'il faut justement, comme cette terre de lien dont tu as parlé.
Et d'autre part, le point de départ de cette fiction que j'avais développée, de cette histoire réelle que j'avais développée, c'était mon étonnement devant une certaine économie du développement, y compris portée par des gens hyper progressistes comme Duflo, qui est vraiment, et Banerjee, qui sont Nobel récemment, etc., sur des lectures alternatives de la pauvreté, et qui malgré tout, dans leur livre « Repenser la pauvreté », considèrent finalement comme allant de soi la vision économiste du monde. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une métrique dans laquelle, depuis laquelle on considère que gagner plus, s'enrichir, fait partie d'un projet de vie entre guillemets normal. Alors, et ça efface toutes les pratiques de vie alternatives qui de fait sont de plus en plus marginalisées parce que justement elles sont rendues alternatives par l'hégémonie de ce récit économique dominant. Et même dans des textes comme ceux de Duflo et Banerjee, à pas une reprise, le refus de Ben Sédan est réfléchi et thématisé comme porteur d'une vision du monde. D'une vision du monde qui suppose d'ailleurs une contemplation des oliviers, qui suppose un art de la relation avec les bêtes, qui suppose un équilibre qui est incarné par une forme de vie qui est celle justement d'un certain paysanat de l'Atlas. Et ça m'a vraiment... je me suis dit à ce moment-là, waouh, on va jusqu'à effacer les formes de vie des plus démunis, et vraiment, du coup, on transforme les vies pauvres en pauvres vies. Et ça, pour moi, c'est vraiment le summum de l'ignominie actuelle. Bravo. Je voulais réagir, vous m'entendez? Oui. À l'intervention, justement, qui a évoqué Terre des Liens. Non, c'est... sur la question du commoning, Terre des Liens, qui est cette société, en fait c'est une société anonyme qui a été fondée par des activistes, c'est un typique exemple d'institution des communs. C'est-à-dire comment on utilise les structures qui nous viennent du monde patriarcal, capitaliste, etc., mais pour en faire autre chose. Et ce qui est très intéressant, donc je les connais très bien, je les ai invités souvent à mes séminaires, parce que si en Italie on s'est interrogé par exemple avec le Théâtre Valle sur les fondations, et avec d'autres sur des coopératives, avec d'autres, et justement ça a été évoqué dans la table ronde précédente sur l'usage, non? L'usage comme autre façon d'aborder la relation aux choses qu'est la propriété, etc., etc. Terre des Liens a fait cet renversement des institutions ordinaires et en constituant une société par action, parce qu'il s'agit d'une société par action, a utilisé ces structures pour récupérer les terres et les mettre à disposition d'une autre façon de cultiver, c'est-à-dire les protéger d'abord, parce que le commoning, c'est d'abord protéger ce qui est en train d'être exploité et approprié et clôturé, non, pour reprendre les enclosures, mais non pas se limiter à le protéger, essayer de penser immédiatement d'autres formes, et même durables, c'est pour ça qu'on s'intéresse aux institutions, même durables, de les mettre en relation. Donc, je parle de ça pour dire que je suis tout à fait d'accord sur l'idée que les femmes et les marginalités, et en regardant la relation aux choses dans la perspective des femmes et d'autres marginaux, on peut construire et valoriser d'autres relations aux choses qui ne sont pas des choses finalement, parce que c'est des sujets aussi, la nature et les autres espèces, le monde des animaux, le monde des végétaux n'est pas un objet, c'est des sujets. Et comment alors, ma question c'est, en partant de mon expérience sur les institutions des communs jusqu'à là, qui ont été capables d'intégrer
les autres espèces de façon proactive. C'est-à-dire même dans la magnifique expérience des terres de liens qui est faite pour sauvegarder les terres agricoles, les autres espèces n'ont pas un rôle aussi crucial. Et je pense que là, c'est une page à écrire. Non, si vous pensez, en Inde, on a donné la personnalité juridique au Gange. En Nouvelle-Zélande, on a donné la personnalité juridique à un milieu qui comprenait les indigènes et le fleuve Wanganui. Donc il y a toute une interrogation aussi des formes juridiques, des formes politiques ordinaires pour donner la voix à d'autres espèces et à d'autres choses. Donc, une autre interrogation ouverte, c'est comment donner la parole, comment faire en sorte que les autres espèces et les autres sujets, dans l'art comme dans la politique dont nous nous occupons, puissent jouer un rôle actif, le plus actif possible. Alors, comment on fait, non? Comment on fait à mettre des institutions qui sont totalement humaines, parce qu'ils naissent par nous, les humains, à disposition d'autres espèces? Et donc, ça, c'est une interrogation ouverte, et pas seulement aux philosophes, aux politologues, mais aussi beaucoup aux artistes qui, dans ce moment, travaillent beaucoup sur cette thématique. Alors, comment faire en sorte que les éléments naturels que nous interrogeons dans l'art comme dans la politique ne soient pas seulement un élément décoratif, un élément de décor, un élément de fond, un élément du paysage, mais qui soit au milieu de notre engagement. Donc bonjour, je m'appelle Maya et je crois qu'Alessandra aussi a connaissance de ce qui se passe sur le territoire du Salento. Depuis le mois de mai, il y a un problème énorme d'incendie et les institutions sont complètement absentes. Vous parlez de ce mouvement, on a commencé à se rendre compte que les institutions, même s'il y a eu des appels constants à partir du mois de mai, de la part aussi des pompiers et de la garde forestale, sur une urgence écologique dans les terres du Salento. Ils ont eu seulement le mois de mai, il vigile del fuoco, les pompiers ont eu 400 appels d'incendie. Ça ne s'est jamais arrivé. Le 20 juin, nous avons organisé une pétition sur change.org parce qu'on voulait vraiment comprendre comment ça se fait qu'il n'y a aucune institution, aucun média, les journaux n'en parlaient pas du tout. Alors que nous faisons face à un désastre écologique incroyable. Nous avons aussi eu des photos satellitaires qui sont inquiétantes. Et nous n'avons toujours pas à ce jour, aujourd'hui nous sommes le 20 juillet, donc ça fait un mois qu'on a eu une pétition qui a été signée par 34 000 personnes quand même, et ça n'a eu aucun écho envers les institutions. Les journalistes et les journaux locaux ont un petit peu parlé de nous. Dimanche, il y a eu une interview à Idrusa, Spinieri, mais tout se passe assez en silence. Nous savons aussi qu'il y a la province de Lecce qui a proposé aux communes une espèce d'appel à la vente de ces terrains abandonnés. Et ce sont les communes qui s'en chargent. Ils ont envoyé une lettre le 29 juin appelant toutes les communes du Salento et faisant appel aux propriétaires de vendre leurs terrains pour un projet de forestation et de reboisement dont on n'a aucun comité scientifique, aucun projet à long terme. Demain, c'est le deadline, mais nous savons qu'il y a beaucoup de communes qui ont mis des affiches appelant aux propriétaires pour vendre leur terrain sans aucun projet effectif, vérifiable, etc. Donc c'est assez inquiétant, dû aussi au fait de l'absence de la Regione Puglia face à cette drame écologique en fait. C'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. On a aussi organisé une mapping un appel aux citoyens de poster des photos, des vidéos, des endroits géolocalisés, et on est en train d'organiser un plan
où on peut effectivement voir la réalité vraiment de ce désastre écologique dont malheureusement il y a très peu de personnes, même au niveau local, qui s'en rendent compte. Voilà. Donc je voulais justement faire appel, il y a une pétition sur change.org et voilà, je voulais seulement vous parler de ce qui s'est en train de se passer sur ce territoire depuis 3 mois. Voilà. Merci Maya de l'avoir dit, parce qu'hier on a parlé des oliviers. J'avais posé la question si on pouvait justement évoquer la question des incendies et personne n'a répondu, on a pu répondre. Donc merci Maya, c'était super.